Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Je vais vous parler de Blood on the Clocktower. Blood on the Clocktower est un jeu de Steven Medway illustré par de nombreux artistes et édité par The Pandemonium Institute. C'est un jeu pour 6 à 21 joueurs pour des durées de partie entre 30 minutes et 2 heures et pour une difficulté estimée sur BGG à 3 sur 5. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le jeu n'existe pas encore en français. Plusieurs traductions ont été réalisées par des fans, dont une par les copains de l'association The Brain Academy de Lyon, que je salue. J'ai utilisé jusque-là une traduction que j'ai trouvée sur BGG que je trouve assez bonne, et je vais donc utiliser les termes de cette traduction pour vous décrire le gameplay. Blood on the Clocktower est un jeu à rôle caché, de bluff et de déduction sociale. C'est un jeu qui fait partie de la grande famille des jeux inspirés de Mafia, Loup-garou, avec des différences notables qui en font un jeu exceptionnel. À mon sens, il s'agit de la version finale de cette famille de jeux. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de ce style, je vous fais un résumé rapide. Chaque joueur est réparti secrètement entre une des deux équipes. On a d'un côté les gentils qui ne se connaissent pas entre eux, dont l'objectif est de tuer le méchant en chef qu'on appelle dans Blood on the Clocktower le démon. Et d'un autre côté, on a les méchants qui se connaissent entre eux et dont l'objectif est de décimer l'intégralité du village jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 joueurs en vie, le démon et un autre joueur. Le jeu alterne entre les phases de nuit, où tous les joueurs ont les yeux fermés, et pendant laquelle notamment le démon va se réveiller, choisir un joueur qui sera éliminé au matin, et les phases de jour, pendant lesquelles les joueurs vont discuter entre eux, vont pouvoir échanger des informations, mentir, prétendre, dire la vérité à leur guise, et surtout exécuter un joueur, en espérant bien sûr viser le démon, grâce à un système de nomination et de vote à main levée. La partie est dirigée par un maître du jeu, ou conteur, ou narrateur. Il est responsable de l'enchaînement des phases du jeu, mais pas uniquement. La première différence majeure avec les loups-garous de tierce lieu, c'est ça, la fiche de script. Blood on the Clocktower, qu'on appellera Blood à partir de maintenant, est joué à partir d'une fiche de script qui sera d'ailleurs le seul matériel dont auront besoin les joueurs qui composent le village. Cette fiche de script recense l'intégralité des personnages qui seront susceptibles de composer le village. Chaque personnage a un rôle particulier et n'est présent qu'en un seul exemplaire. Si vous êtes le croque-mort, aucun autre joueur ne peut l'être. Et c'est là où c'est très fort, vous ne savez pas quels sont les personnages qui sont dans le village. Vous connaissez la répartition entre les différentes familles que sont les villageois, les parias, les sbires et les démons, en fonction du nombre de joueurs dans votre partie, mais vous ne savez pas quels personnages sont intégrés à la partie. C'est le premier rôle du narrateur. Avant de commencer la partie, il va sélectionner à partir de la feuille de script les personnages qui composeront le village. On regarde rapidement les différentes familles de personnages. On a d'abord les villageois, qui sont du côté des gentils et qui disposent de pouvoirs qui agissent en leur faveur, soit en leur donnant des informations sur les autres joueurs, soit en leur donnant des capacités spécifiques. On trouve ensuite les parias, qui sont toujours du côté des gentils, mais qui ont des pouvoirs qui vont plutôt venir handicaper leur propre équipe. On trouve ensuite les sbires, qui sont du côté des méchants, qui ont des pouvoirs qui vont dans leur sens. Et enfin, on trouve les démons, qui eux possèdent un pouvoir pour tuer des joueurs la nuit et qui sont accompagnés en principe d'une autre capacité spécifique. Deuxième élément à la main du narrateur, certains pouvoirs de personnages vont changer l'état des joueurs. Il s'agit des états d'ivresse ou d'empoisonnement. Ces états vont faire dysfonctionner les pouvoirs des personnages qui les subissent. Par exemple, un personnage ivre ou empoisonné qui obtient des informations pendant la nuit sera susceptible d'obtenir de fausses informations. C'est au narrateur d'en décider. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que le joueur qui est concerné par un état d'ivresse ou d'empoisonnement n'en est pas conscient, et le narrateur agira avec lui comme s'il était sobre. D'une manière générale, dans le jeu, le narrateur se comportera toujours comme si tout allait bien. Et c'est justement une partie du rôle qu'il doit jouer que je trouve particulièrement intéressant. On s'intéresse maintenant à la gestion de la phase de nuit. Comme les joueurs ne connaissent pas les personnages qui sont en jeu, il s'agit de ne pas spoiler cette information. La nuit se fera donc dans le silence complet. Le narrateur va se déplacer dans le cercle formé par les joueurs du village et viendra effleurer la personne qui doit se réveiller. La communication entre eux sera non verbale.
Le joueur est susceptible de pointer du doigt d'autres joueurs du cercle. Le narrateur peut donner des informations chiffrées, peut indiquer un oui ou un non de la tête, et peut également s'aider de quelques tuiles avec des mots-clés. Par exemple, au cours de la première nuit, le narrateur va commencer par réveiller le ou les sbires. Il va leur montrer cette tuile, cette personne et le démon. Puis, il va pointer du doigt en direction du démon sans pour autant le réveiller, de manière à ce que les sbires prennent connaissance de qui est la personne qui incarne le démon. Il indique ensuite aux sbires qu'ils peuvent se rendormir. Ensuite, il va réveiller le démon. Il va lui montrer cette tuile, ces personnes sont vos sbires, et de la même façon, va pointer du doigt en direction du ou des sbires. Ensuite, c'est encore un élément de différence majeur avec les loups-garous. Dans la mesure où chaque rôle est unique et que la feuille de script contient plus de personnages que nécessaire pour une partie, le démon se voit montrer 3 jetons de personnages gentils qui ne sont pas dans la partie. De cette manière, il pourra prétendre être l'un de ces 3 personnages sans prendre le risque de tomber sur un joueur qui serait effectivement l'un de ces personnages. On appelle ces jetons des bluffs. Le démon se réveille et tue toutes les nuits, sauf la première. En revanche, d'autres rôles sont amenés à se réveiller la première nuit, et certains rôles ne se réveilleront même que la première nuit. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je présenterai le premier script et tous les personnages qui le composent. Les phases de jour maintenant. Elles sont divisées en 2 parties. Une partie de discussion privée, qui marque encore une différence majeure avec les loups-garous, et une partie de discussion publique. Lorsque le village se réveille, les joueurs sont invités par le narrateur à discuter en petits groupes. Vous allez donc pouvoir discuter avec 1 ou 2 personnes, échanger des informations, ou pas. Mais ce qui est important, c'est que vous ne le faites pas devant le village complet. Les joueurs vont donc pouvoir comploter, établir des stratégies, autant pour les joueurs gentils que pour les joueurs méchants. C'est par exemple l'occasion pour le démon et ses sbires de s'informer de leur personnage, et pour le démon d'informer les sbires de quels sont les 3 rôles gentils, les 3 bluffs qu'il a vus. C'est aussi l'occasion pour les joueurs gentils de s'échanger les premières informations, en espérant bien sûr que la personne en face soit dans le même camp que vous. Cette partie est généralement limitée dans le temps par le narrateur. Une fois le temps écoulé, le narrateur convoque tous les joueurs dans le village et on passe à la phase de discussion publique. Cette fois-ci, plus de messe basse, plus de discussion privée possible. Le narrateur annonce que les nominations sont ouvertes. Chaque joueur est susceptible de nommer un joueur et chaque joueur est susceptible d'être nommé 1 fois par jour. Nommer un joueur, c'est proposer au village de voter en faveur de son exécution. L'accusation puis la défense disposent d'un temps privilégié pour avancer leurs arguments, puis un vote s'ensuit. Le narrateur va se placer au centre du cercle formé par les joueurs. Puis, en commençant par le joueur à gauche du joueur nommé, va effectuer un tour sur lui-même en pointant tour à tour les joueurs du doigt, un petit peu comme une horloge. Si au moment où le narrateur passe devant un joueur, la main du joueur est levée, le joueur prend part au vote et s'exprime en faveur de l'exécution du joueur nommé. Si en revanche le joueur a la main baissée, il ne prend pas part à ce vote. Une fois que le narrateur a terminé son tour par le joueur qui est nommé donc, il va annoncer au village combien de voix ont été récoltées. Si c'est supérieur ou égal à la moitié des joueurs encore en vie à ce moment du jeu, alors le joueur est susceptible d'être exécuté. Mais ce n'est pas tout. Les nominations sont toujours ouvertes. Et c'est encore un élément de différence avec les loups-garous. D'autres joueurs sont susceptibles d'être nommés, et si le nouveau joueur accusé récolte plus de voix que le joueur précédent, alors à ce moment-là, c'est lui qui est susceptible d'être exécuté, qui est menacé, et l'autre joueur sera relaxé. Si 2 joueurs obtiennent tous les 2 le plus grand nombre de voix, alors à ce moment-là, tous les 2 sont mis hors de danger. On annule les votes qui ont eu lieu. Une fois que les nominations et les échanges sont terminés au cours d'une journée, le narrateur clôture la journée et exécute le joueur qui a obtenu le plus de voix, le cas échéant. On a donc un système de nomination et de vote complet qui permet d'aboutir au maximum à une exécution d'un joueur par journée. Je vais terminer cette présentation du gameplay par la gestion des morts, qui fait encore une différence décisive avec les loups-garous. Les joueurs morts continuent à prendre part au jeu. Lorsqu'un joueur meurt,
le pouvoir de son personnage est désactivé. Mais pour autant, il continue à prendre part aux phases de nuit, il ferme les yeux comme tous les autres joueurs, et également aux phases de jour, il participe aux discussions privées et publiques. En revanche, pendant les phases de jour, il n'a plus la possibilité de nommer d'autres joueurs, et il ne dispose plus que d'un seul et unique pouvoir de vote jusqu'à la fin du jeu. Enfin, dernier élément mais pas des moindres, les personnages des joueurs tués ne sont pas révélés. Lorsqu'un joueur meurt, le narrateur annonce sa mort, mais il n'informe pas le village de quel personnage a été éliminé, ni même du camp auquel il appartenait. Je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi j'aime ce jeu, pourquoi j'aime l'expérience qu'il propose, et également vous exposer ses limites. J'ai acheté la boîte de jeu au mois de novembre 2024, à ce moment-là on discutait avec Hamza, alias le H, alias Univers Board Game, à qui je disais que j'aimais beaucoup l'expérience proposée par les jeux à rôle caché. À ce moment-là, il parlait déjà beaucoup d'un jeu à identité cachée, justement, qui était Blood on the Clocktower. J'ai donc acheté le jeu, et depuis, j'ai fait 90 parties, on est au mois de juillet 2025 où j'enregistre cette vidéo. J'ai joué des parties dans différents groupes, avec différents nombres de joueurs, donc différentes configurations. J'ai joué principalement avec mes collègues de travail avec qui on joue le midi, que je salue et que je remercie de me suivre dans mes expériences ludiques. J'ai été au cours de ces parties principalement narrateur, mais j'ai également fait partie du village, incarné un personnage, pendant à peu près une vingtaine de parties. À première vue, avec ce que je viens de vous raconter, vous pourriez vous dire, bon bah, il s'agit d'un remake de Loup-Garou pendant lequel les joueurs morts continuent à participer. Je vous arrête tout de suite, c'est beaucoup plus que ça. Blood on the Clocktower, c'est un jeu à identité cachée dans laquelle l'équipe des gentils va devoir mener une enquête pour déterminer quelle est l'identité du démon et l'exécuter. L'objectif pour les méchants, c'est bien sûr de dynamiter cette enquête, de la rendre la plus complexe possible pour l'équipe des gentils. Cette enquête, elle repose sur deux éléments fondamentaux qui composent le jeu. Le premier élément, c'est l'élément règle. Le script, les personnages qui composent ce script, les pouvoirs de ces personnages, le rôle du narrateur, ce sont les limites du jeu. Ce sont tous les éléments avec lesquels les joueurs vont pouvoir et devoir composer. Le deuxième élément, c'est l'élément social. Le comportement des joueurs, leurs discussions, leur interprétation et leur application du pouvoir qui leur a été donné, les choix qui vont être faits notamment par le démon la nuit sur quelle personne tuer, les votes, les nominations, tous ces éléments-là, justement, sont à la main des joueurs. Ces deux éléments ont un rôle, à mon sens, qui a une force égale dans le jeu, et pour les maintenir en équilibre et pour faire la vraie originalité de Blood on the Clocktower, on a un troisième élément, qui est celui-là est pour moi le plus central du jeu. L'information dans le jeu est systématiquement partielle, c'est-à-dire que toutes les informations que vous allez obtenir peuvent être remises en cause par des effets de changement d'état de joueur, l'ivresse, l'empoisonnement, par des bluffs de la part de l'équipe des méchants, par des stratégies établies par un autre groupe de l'équipe des gentils qui ne vous a pas informé de ce qui s'est passé ou qui se méfie de vous justement de peur que vous soyez dans l'autre équipe. Tous ces éléments-là vont faire en sorte que vous n'êtes jamais certain d'obtenir des informations qui sont les bonnes, qui sont justes et qui sont exactes à un moment donné du jeu. Pour pouvoir mener l'enquête à bien, l'objectif de l'équipe des gentils va être de recouper ces informations, de faire la part des choses entre les bonnes informations et les mauvaises, et au fur et à mesure, au fil des éléments qui vont se dévoiler, d'arriver à trouver le démon. Puisque l'objectif pour le démon, c'est de rester en vie avec un seul autre joueur. Donc forcément, tant qu'il y a des joueurs autour de la table et tant qu'on continue la partie, le démon fait partie des joueurs en vie. Donc ça va forcément aiguiller l'équipe des gentils vers le démon. Et pour les méchants, bien sûr, l'objectif sera de rendre l'enquête de cette équipe de gentils la plus difficile possible, en donnant toutes les informations contradictoires possibles et imaginables, tout en restant cohérent avec un script possible sur ce qui a pu se passer au cours de la partie. Pour revenir sur le rôle du narrateur, on l'a dit, le narrateur se contente pas d'être là pour raconter l'histoire, alterner phase de jour et phase de nuit, et à l'issue de la partie déclarer quelle équipe a gagné. Il va prendre un certain nombre de décisions au cours de la partie. La première qu'il va prendre, c'est donc la composition du village, très importante. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il existe 138 personnages différents, répartis dans les différentes familles que j'ai expliquées tout à l'heure. 138 personnages, imaginez, il y en a à peu près la moitié qui sont fournis dans la boîte de base, le reste
fait partie d'une sorte d'extension avec des personnages expérimentaux qui sont encore en cours de travail avec des règles vivantes. Bon. Sur une feuille de script, on trouve en principe 25 personnages. Imaginez 25 personnages parmi 138. Bon. En tout cas, cette richesse va créer des situations qui sont très inattendues par les joueurs, éventuellement parfois même par le narrateur, et donc qui vont mener systématiquement à des parties qui ne se ressemblent pas, des parties où on va pouvoir raconter des histoires sur ce qui s'est passé. Le temps de débrief, en principe, d'une partie va être assez important dans toutes les parties que j'ai vues. Systématiquement, on passe plusieurs minutes, même plusieurs dizaines de minutes à débriefer après la partie de comment ça s'est passé, comment ça a été fait, comment ça a été mené au bout. Je reviens sur le rôle du narrateur, qui pour moi a également un rôle primordial, qui est de jouer le jeu. Au cours de la partie, n'importe quel joueur peut prétendre être n'importe quoi. Je vais prendre un exemple concret pour que ça vous parle. Dans le jeu, il y a un rôle qu'on appelle le mercenaire. Dans le premier scénario, c'est un des personnages, c'est le mercenaire. Le mercenaire, il a un pouvoir unique au cours de la partie, c'est que pendant la phase de discussion publique, en journée, il va pouvoir déclarer qu'il est le mercenaire et dire « je vise ce joueur », en pointant du doigt un joueur, et tirer une flèche, on va dire, de manière imagée, tirer une flèche sur ce joueur. S'il s'avère que ce joueur est le démon, alors il meurt immédiatement, et la partie prend fin puisque la condition de victoire de l'équipe des gentils est accomplie. Imaginez maintenant qu'un sbire, par exemple l'espion, décide d'endosser le rôle du mercenaire. Pourquoi pas? Il peut prétendre être mercenaire, il n'y a rien qui lui interdit dans le jeu, et par exemple ça pourrait être l'un des bluffs que le démon a vu au début de la partie. Il se peut très bien qu'au cours d'une journée, ce sbire se lève dans le cercle de joueurs, disent « je suis le mercenaire, et je vais tirer sur telle personne ». Le rôle du narrateur à ce moment-là, c'est pas de le contredire en lui disant « mais attends, t'es pas du tout mercenaire, tu peux pas faire ça ». Il va se comporter avec ce joueur qui a prétendu être mercenaire, comme si il était réellement le mercenaire. Donc il va agir de la même façon, il va adopter le même discours, tu vas utiliser quelle arme, ok, tu vas tirer une flèche dessus, la flèche part et va manquer sa cible par exemple, rien ne se passe, bon. Évidemment, l'issue de cette mise en scène sera toujours la même, rien ne pourra se passer puisque le joueur au départ n'est pas le vrai mercenaire. Mais le narrateur se comportera aux yeux du village comme si c'était le vrai mercenaire qui avait tiré sa flèche. Et donc, comment faire la différence entre le vrai mercenaire qui rate sa cible et le faux mercenaire qui éventuellement même va tirer sur son démon où rien ne va se passer, ce qui serait assez malin de la part du sbire. Et justement, comment faire la différence entre ces deux situations, en sachant que le narrateur va rentrer systématiquement dans le jeu. Ça, c'est également un rôle du narrateur que je trouve justement particulièrement important et intéressant à jouer. Je vais aborder maintenant une des limites du jeu. Toute la richesse qu'on vient de voir a une contrepartie, c'est que si on reste dans la comparaison avec les loups-garous, on est sur un niveau qui est totalement différent. À la fois en termes de règles, on a des règles qui sont plus avancées, plus complexes, plus difficiles à maîtriser, et également en termes d'implication des joueurs. Si vos joueurs se sentent moins concernés une fois qu'ils meurent, malgré le fait qu'ils continuent à prendre part au jeu et à continuer à être actifs dans les discussions, les phases de nuit, si ils sortent un petit peu de la partie, discutent moins, ils sont un peu sur leur téléphone, il y aura un impact sur l'expérience de jeu. L'objectif de Blood on the Clocktower n'est pas de rester en vie. L'objectif est de mener à bien la mission de l'équipe à laquelle vous appartenez. Le fait de mourir, je vais pas dire n'a aucun impact, mais change peu de choses finalement, puisque vous continuez à avoir une parole et il vous reste encore un vote jusqu'à la fin de la partie. Une autre source à partir de laquelle vos joueurs pourraient se sentir un petit peu moins concernés, on l'a dit, il y a des personnages dans le jeu qui sont l'équipe des parias et même certains rôles de villageois qui ont des pouvoirs qui sont un petit peu moindres, un peu plus en retrait, voire carrément handicapants pour le village. On pourrait penser un petit peu à la situation dans les loups-garous où on regarde son rôle et pas de chance, on est simple villageois.
ce qui est effectivement pas très intéressant. Alors c'est jamais le cas dans le jeu puisque chacun des personnages a une capacité particulière et unique dans le jeu, évidemment, donc vous avez un intérêt à avoir cette révélation puisque vous allez être incarné un personnage de cette feuille de script, mais simplement c'est vrai qu'il y a des rôles qui sont un petit peu plus en retrait par rapport à d'autres. Pour des joueurs moins impliqués, ça pourrait éventuellement les décrocher d'être un joueur paria qui a un rôle pas très intéressant à jouer et qui va plus mettre des bâtons dans les roues dans la mission des joueurs gentils qu'autre chose. Toujours concernant vos joueurs, le jeu propose une expérience qui est assez intense, avec des comportements à l'intérieur du jeu qui, d'une manière générale, dans la vie de tous les jours, sont plutôt des comportements qu'on qualifierait de négatifs, de mauvais. On va parler de mensonges, de trahison, de manipulation, évidemment. Ces comportements sont induits par le jeu. Au moment où on rentre dans une partie de Blood on the Clocktower, on rentre dans ce qu'on appelle le cercle magique, qui est une sorte d'espace qui est hors de la réalité, dans lequel les conventions sociales et les relations entre les joueurs sont dictées par le jeu, en restant évidemment dans les limites du respect de la personne. Ce genre d'expérience ne prendra pas avec tous les joueurs, et encore une fois, ce sont les joueurs qui vont faire le jeu. Vous l'avez vu avec le matériel qui est à disposition des joueurs, une feuille de script, évidemment, seuls les joueurs pourront composer l'expérience de jeu. Dernier point qui concerne les joueurs, la profondeur offerte par le jeu va valoriser l'expérience. Plus des joueurs vont faire de parties, plus ils seront à l'aise avec la dimension, le premier élément fondamental, avec les règles, avec les pouvoirs des personnages, et avec le deuxième élément fondamental, les comportements sociaux, la façon de jouer ces personnages. Il est possible que ça crée des différences lors de vos parties qui vont comporter à la fois des joueurs expérimentés et des joueurs novices qui vont découvrir le jeu. C'est une des facettes encore du rôle du maître de jeu, justement, d'inclure les nouveaux joueurs dans des parties qui seront un peu plus hétérogènes et de faire en sorte que leur partie se passe pour le mieux, éventuellement, de les aiguiller un petit peu en journée, de les renseigner autant que possible sur le rôle et de rester disponible en cas de question, en privé, pour une explication sur tel ou tel rôle, tel ou tel élément de jeu. Je vais vous parler maintenant du matériel du jeu, à commencer par cette très grosse boîte qui est une sorte de grimoire, avec un présentoir justement pour pouvoir le poser, et un fond de boîte, autant dans le couvercle que dans le fond, qui est composé de feutre, justement, pour que les jetons que vous allez poser à l'intérieur ne tombent pas, alors que votre grimoire va être quasiment à la verticale de temps en temps. Les jetons de personnages, justement, maintenant, ces jetons ont un dos en feutre et présentent le personnage que vous représentez avec une petite ligne de texte, justement, qui va résumer la capacité de votre personnage, qui est d'ailleurs très bien faite, arriver à résumer un rôle de manière aussi concise, je trouve ça assez impressionnant, et une illustration qui a été faite justement par toute cette équipe d'illustrateurs sous contrat, et une couleur de rôle, bien sûr. Les joueurs bleus sont les joueurs gentils, les joueurs rouges sont les joueurs méchants. On trouve également des jetons plus petits qui vont nous aider en tant que narrateur à nous souvenir des différents éléments. Par exemple, l'empoisonneur qui est un sbire va pouvoir empoisonner un joueur toutes les nuits, et pour que je me souvienne de quel joueur a été empoisonné et me comporter avec lui comme tel, je vais placer le petit jeton empoisonné juste à côté du rôle qui aura été empoisonné. D'une manière générale, on va placer les jetons du village dans la partie gauche du grimoire, et dans la partie droite, on va placer, alors je vous présente ma façon de disposer le grimoire, vous pouvez bien sûr inverser les deux, vous pouvez les mettre à l'envers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans la partie droite, on va placer la feuille qui va expliquer la phase de nuit, justement, avec le réveil des différents rôles, ces petits jetons de rappel qui vont nous permettre de nous souvenir qu'il faut réveiller ces rôles-là dans cet ordre, les jetons qui servent de bluff aux démons, et des jetons également qui vont permettre d'indiquer qu'un personnage est mort, de manière à ce que quand vous regardez le grimoire, vous savez tout de suite combien de personnages en vie il reste, puisque c'est ceux qui ne sont pas marqués par ces petits symboles. On dispose également d'un plateau qui représente le village, alors je vais essayer de vous montrer, oui, hop, qui représente le village, sur lequel on a des jetons blancs qui représentent les joueurs. Chaque joueur est représenté donc par un jeton, vous allez les mettre dans la même disposition que dans votre grimoire. Une fois qu'un joueur meurt, on va retourner son jeton sur la face violette et on va venir placer un jeton complémentaire dessus qui représente son pouvoir de vote unique. Rappelez-vous, quand un joueur meurt, il n'a plus qu'un seul pouvoir jusqu'à la fin de la partie. Une fois que ce vote aura été consommé, on va l'écarter du jeton, et à ce moment-là, on saura que le joueur est mort et n'a plus aucun pouvoir de vote jusqu'à la fin de la partie. Je vous les ai présentés tout à l'heure, mais on a également des tuiles
avec des mots-clés qui vont servir pour les interactions entre le narrateur et certains rôles qui devront se réveiller au cours de la nuit. On dispose de fiches de script, une par joueur, qui sont d'ailleurs de très bonne qualité, bien illustrées, etc., qui reprennent justement tous les personnages qui sont intégrés à l'intérieur d'un script. Enfin, les jetons de rôle arrivent présentés dans une petite boîte qui porte le nom du script qu'on va jouer, ici Trouble Brewing. C'est le premier script, justement, que je vous présenterai en vidéo. Si on regarde les règles maintenant, on a un livret de règles assez conséquent, 44 pages quand même, mais dans lequel seules les 17 premières pages concernent vraiment les règles et le gameplay du jeu. Le reste constitue des conseils aux narrateurs et aux joueurs pour que la partie se déroule le mieux possible. Ce sont des conseils pas forcément stratégiques, mais simplement des conseils de comment on va amener la partie à être une expérience absolument unique. Et justement, c'est très très riche, très bien détaillé, très bien écrit, je trouve, tout ce qu'on trouve dans ce livret de règles principal. Et on a ensuite un livret de règles par scénario, justement par script, qui détaille tous les personnages que vous allez retrouver dans le script, mais également l'esprit un petit peu qui est amené par ce script, comment il est organisé, comment il doit être joué, avec beaucoup de détails. Vous retrouvez toutes ces informations sur les personnages, sur le wiki qui est mis à disposition par l'éditeur donc de Pandemonium Institute, qui comprend des explications sur l'intégralité des personnages, avec des exemples, avec des situations où vous incarnez le personnage, des conseils stratégiques pour jouer ce personnage, pour jouer contre ce personnage, des conseils au maître de jeu pour le dérouler au moment de la partie. C'est extrêmement riche, c'est très 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 bien fait, c'est vraiment des ressources de super bonne qualité. J'ai rarement vu un niveau de qualité comme ça pour un jeu de société. C'est extrêmement agréable à la fois en tant que narrateur et en tant que joueur quand on a envie de creuser le jeu, quand on a envie de pousser l'expérience au maximum. Maintenant que je vous ai présenté tout ce matériel, vous avez vu que c'était plutôt joli, plutôt bien organisé, plutôt bien travaillé. La boîte vaut 150 €. 150 $ US, plus la livraison, plus la TVA, puisque le jeu n'est quasiment disponible que sur le site de l'éditeur. C'est cher, c'est très clair, c'est cher, on me le dit sans arrêt. Est-ce qu'on va payer 150 voire 180 balles pour une expérience de jeu à identité cachée? Je ne sais pas. Pour vous aider dans votre décision, voilà la réflexion que j'ai à ce sujet. L'équipe de The Pandemonium Institute, l'éditeur donc, ne travaille que sur ce jeu. Ils concentrent tous ses efforts exclusivement sur ce jeu. Il n'y a aucun autre jeu dans leur catalogue. Je ne sais pas s'il y en aura un jour, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le seul jeu qui est proposé dans leur catalogue. Comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de contenu qui est produit autour du jeu, il y a tout un wiki qui est tenu à jour, il y a des règles vivantes sur des personnages qui évoluent avec des interactions entre eux qui évoluent au fur et à mesure de la sortie des nouveaux personnages, puisqu'évidemment, il y a des nouveaux personnages qui sortent de manière très 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 régulière. Il y en a encore 4 qui sont sortis en quelques mois. C'est du contenu, c'est énormément d'efforts qui sont concentrés dans un jeu, qu'on pourrait certes payer moins cher si on acceptait par exemple de mettre, au lieu des 3 scénarios qui sont présents dans la boîte de base, d'en mettre qu'un seul, qu'on pourrait vendre beaucoup moins cher. C'est une stratégie qui est propre à l'éditeur. Je considère qu'il m'appartient pas de la remettre en cause, en tout cas ça me pose aucun problème. Principalement parce que mon élément de réflexion, c'est voilà déjà tout ce que je viens de vous présenter, mais en plus de ça, je pense que je préfère acheter un jeu à ce tarif-là, où je vais faire des parties tout le temps et pendant une durée indéterminée. J'espère que je ferai des parties encore dans 5 ans, dans 10 ans de ce jeu. Je fais 2 parties par semaine, je le rentabilise autant que faire se peut, et je préfère largement mettre 150 € dans un jeu de ce calibre-là, où je sais que je vais avoir une expérience incomparable, par rapport à acheter 3 jeux experts, puisque c'est plutôt mon rayon, random, que je vais jouer 4-5 fois, que je vais revendre, et encore 4-5 fois je suis gentil, que je vais jouer une fois parce que je l'aurais vu à SN, je me serais dit c'est la nouveauté de tel auteur, et finalement ce sera pas bon. Voilà, ma réflexion est là, je préfère investir dans un prix à la partie, plutôt qu'un prix de boîte global. À vous de faire votre choix. Au niveau de la configuration en termes de nombre de joueurs, on l'a vu, vous pouvez jouer des parties entre 6 et 21 joueurs, ce qui représente un village de 5 à 20 joueurs, plus un narrateur. Au niveau de la configuration minimale, je vous conseille d'y jouer au moins à 7 joueurs. Si vous jouez avec moins de joueurs dans le village, c'est possible, hein, bien sûr, vous pouvez jouer avec des scripts qui sont plus concis, avec moins de personnages à l'intérieur, qui représentent carrément un mode de jeu particulier qu'on appelle le Teen Civil. On a quelques règles de gameplay qui changent un petit peu.
J'ai pas trouvé que ce mode de jeu était particulièrement bien adapté. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps pour mener l'enquête. On n'établit pas vraiment de stratégie, on fait pas de déduction. Et au final, la décision finale du jeu, donc la victoire de l'une ou l'autre équipe, se joue souvent un petit peu au 50-50. Voilà, j'ai fait quelques parties dans ce mode de jeu. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Je pense que j'y retournerai pas. Donc au minimum, 7 joueurs. Au niveau de la limite max, je vous conseille d'y jouer à 12 joueurs. Donc quand on fait varier en fait le nombre de joueurs, on va faire varier les personnages, les différentes familles qu'on a vues tout à l'heure. Donc c'est en principe le nombre de villageois et de parias qui va changer, mais on a un changement au niveau du nombre de sbires. Donc en dessous de 10 joueurs, on a un seul sbire dans le village. De 10 à 12 joueurs, donc on a 2 sbires qui composent le village. Donc ça fait déjà une différence importante. Alors pourquoi ne pas dépasser les 12 joueurs? Bah, simplement, d'abord il y a une question importante, je pense, de temps de jeu. En moyenne, les parties dureront plus longtemps si vous jouez avec plus de joueurs. Donc bah forcément vous allez faire du coup moins de parties, vous pourrez moins enchaîner et donc moins rattraper si jamais il y a des erreurs qui sont faites d'un côté ou de l'autre, ou que on s'en veut parce qu'on a mal joué tel ou tel truc ou quoi. Bon. Et vous allez également avoir, du fait du temps de la partie qui va plus s'étaler, plus de difficultés à conserver vos joueurs dans la partie, et notamment si vous jouez avec des joueurs qui sont un petit peu plus débutants. Plus vous avez de joueurs, plus ça va être difficile de garder tout le monde bien concentré, bien impliqué en fait dans la partie. Donc voilà, je vous conseille de limiter à 12 pour ces raisons. En plus de ça, quand on passe à 13 joueurs, on ajoute un 3e sbire, ce qui représente quand même un avantage assez significatif au niveau de l'équipe des méchants. Et en plus, il faut vous rappeler les feuilles de script qui comportent 25 personnages, celles-ci en fait comportent normalement 4 sbires, ce qui fait que vous avez 3 sbires sur 4, il y a un petit peu moins de doute quant aux sbires qui peuvent être présents, vous avez 3 chances sur 4 de tomber sur le bon. Donc voilà, finalement, je pense que 12 joueurs, c'est le maximum où ça reste intéressant. C'est d'ailleurs, je pense, la config que je préfère, et c'est une de ces... Non, c'est pas celle que j'ai le plus joué, j'ai plutôt joué en dessous de 10 joueurs, parce que voilà, mon groupe du midi au travail est un peu plus restreint, mais quand j'organise des soirées ici, et quand je participe à d'autres, des soirées animées par d'autres, en principe, on essaye de viser la configuration à 11 ou 12 joueurs. C'est vrai que c'est plutôt des bonnes configurations en principe. Enfin, si jamais vous jouez à plus de 15 joueurs à l'intérieur du village, sachez que vous devrez ajouter d'autres types de personnages qu'on appelle des voyageurs, donc jusqu'à 5 pour monter à 20 joueurs dans le village, et les voyageurs, c'est justement ce que je vais vous présenter tout de suite. Comme pour en témoigner la longueur de la vidéo, je pense, je pourrais parler de ce jeu pendant un très long moment, et avec beaucoup de détails supplémentaires. Je vais terminer par cet élément que j'ai volontairement pas abordé plus tôt, qui concerne le gameplay. La boîte de base est également livrée avec une boîte de personnages qui sont de 2 autres catégories, qui sont les voyageurs et les légendaires. Les voyageurs sont des personnages qui sont là pour deux usages. Une possibilité de joueurs qui pourrait arriver plus tard que le début de la partie et qui rentrerait en jeu en cours de route, ou qui serait susceptible de quitter la partie avant la fin. Ou encore une utilisation qui, lorsque vous faites une partie qui va au-delà de 15 joueurs. Enfin, si vous avez plus de 15 joueurs dans votre village, vous devez mettre jusqu'à 5 personnages qui seront des voyageurs. Ces voyageurs sont connus tous, tout le village sait quel joueur incarne quel voyageur. Ce qu'on ne sait pas, c'est leur alignement, leur camp, est-ce qu'ils sont du côté des gentils ou des méchants. Ils ont tous des pouvoirs, comme les autres personnages. C'est un concept qui m'intéresse pas vraiment. J'ai pas vraiment creusé ce que ça permettait de faire. Je sais que ça se fait. Si je dois jouer une partie à vraiment plus de 15 joueurs, je le ferai. Mais c'est vrai que j'ai fait une partie avec, récemment en plus. J'ai trouvé ça très moyennement intéressant. Le fait que des joueurs aient un rôle dans un jeu et un impact dans une partie alors qu'ils vont pas y participer complètement, j'ai un peu de mal pour le moment de m'y faire, mais voilà. Dans cette boîte se trouve également un autre type de personnage, les légendaires. Les personnages légendaires n'ont pas vocation à être attribués à un joueur à table, mais sont plutôt là, c'est des sortes de petites règles additionnelles que le narrateur peut choisir de mettre en jeu en informant le village au préalable. Voilà, c'est une possibilité de dire, par exemple, une fois par partie, un joueur gentil
peut obtenir des informations qui sont mauvaises. Par exemple, si vous avez une équipe de méchants qui seront plutôt débutants, vous pourriez décider de mettre ça en jeu et ensuite de faire le choix de donner les rôles de méchants aux joueurs qui sont plutôt novices par rapport à des joueurs expérimentés. Voilà, ça pourrait contrebalancer. Ce sont des éléments de règles supplémentaires qui sont mis à la disposition du narrateur. Je trouve que cette boîte-là est dispensable. C'est à côté de l'expérience de jeu principale, à mon sens, mais c'est des éléments qui sont susceptibles de vous intéresser. Ça existe, ça fait partie du bundle de base. Si vous voulez plus de contenu autour de Blood on the Clocktower, je vais commencer par vous recommander l'élément par lequel moi j'ai commencé. Je suis tombé sur une vidéo d'une chaîne américaine qui s'appelle No Rules Barred, que je vous mettrai en lien, et qui réalise des parties de Blood on the Clocktower en présentiel ou à distance. Donc je vous conseille d'abord celles en présentiel parce que je trouve qu'elles sont mieux, elles sont plus agréables à regarder, mais il y a également des parties à distance puisqu'il existe une application officielle qui est développée par l'éditeur, qui est soumise à un abonnement mensuel, mais qui vous permet de jouer à Blood on the Clocktower à distance, en virtuel, donc sur une application qui comporte tous les éléments de gameplay que je viens de vous citer, qui intègrent une interface audio-vidéo pour avoir des webcams, des micros et tout ça, des salons de discussion. C'est hyper complet, hyper riche. Il est possible que je me mette à créer du contenu autour de ça si j'arrive à me motiver à jouer à distance. Autre ressource que vous pouvez trouver, c'est bien sûr le site officiel de l'éditeur. Vous tapez Blood on the Clocktower ou The Pandemonium Institute, vous allez tomber au même endroit. Vous avez des ressources, donc des vidéos didactiques, vous allez trouver le wiki avec tous les personnages justement qui sont résumés, vous allez trouver du merchandising autour du jeu, vous allez trouver la possibilité d'acheter la boîte de jeu, et également vous allez trouver un outil de script qui vous permet de composer vous-même votre propre script avec tous les personnages qui sont existants à ce jour. Vous avez une banque de scripts et vous ajoutez les personnages sur votre feuille et ensuite vous pouvez l'obtenir, l'imprimer et jouer des parties avec. Donc justement, c'est là où vous pouvez exploiter toute la richesse du jeu. Enfin, si vous voulez du contenu en français autour du jeu, je vous recommande le wiki de The Brain Academy, qui est donc l'association lyonnaise dont je vous ai parlé au départ, qui a traduit tout le wiki anglophone de The Pandemonium Institute. Donc vous avez tous les rôles et toutes les informations qui y sont liées, les conseils, comment les diriger quand vous êtes narrateur, tout ça en français, donc travail colossal. À défaut d'avoir une traduction française officielle pour le moment, c'est vraiment une alternative top, je vous recommande ça. Je termine cette vidéo en vous disant que c'est à ce jour mon expérience ludique la plus riche, la plus complète, c'est celle que je préfère, tout confondu. C'est vraiment le jeu que j'aime le plus de ma ludothèque. Et si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, faites l'expérience. Vous aimez pas, c'est pas vraiment ça qui est important. C'est un jeu qui mérite d'en faire l'expérience. Si vous me croisez en festival, n'hésitez pas. À mon avis, j'aurai un grimoire dans mon sac à dos. On se fait une petite partie, on en discute avec grand plaisir. Vous trouverez sur la chaîne d'autres vidéos qui détaillent notamment les scripts de la boîte de base. Il est probable que je me motive à faire également des scripts custom avec des personnages expérimentaux et peut-être des contenus autour de l'application et donc des parties filmées sur l'application directement. C'est pas impossible. À voir. C'était Ben des recettes ludiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.